Bonjour à tous, bon midi, soyez les bienvenus à cet autre lunch immobilier. On salue tous les passionnés, les gens qui suivent le Club d'investisseurs immobiliers d'être avec nous ce midi. Merci de nous faire confiance, c'est une belle journée. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui regardaient ça sur le patio, sur leur balcon, dans une balançoire quelconque. On vous prend de toutes les façons. J'ai le bonheur d'être ici avec vous ce midi avec deux invités, en fait avec notre co-animateur qui est aussi toujours un invité de marque, Jean-Philippe Claude. Salut Jean-Philippe, comment tu vas? Salut Jean-Pierre, ça va bien toi? Bien sûr, Jean-Philippe qui mérite toute notre admiration revient d'un Ironman. Peux-tu prendre quelques secondes pour nous en parler? Ben oui, c'est fait. Je pense que je l'avais parlé dans les lives. D'ailleurs, le dernier live, j'étais aux îles Canaries. Donc, samedi dernier, le 20 mai, complété Ironman, un des plus durs sur la planète aux îles Canaries. Donc, 3,8 km de nage, 180 km de vélo et un marathon, 42 km de course. C'est ça dans la même journée. Donc, ça a été une longue journée, mais complété en 14h43 minutes dans mon cas. Donc, du lever du soleil au coucher du soleil. Une belle expérience. Et là, je suis en repos. Donc, je me repose. Et le parallèle peut se faire, Jean-Philippe, avec l'immobilier, comme de quoi tu me disais tout à l'heure, lorsqu'on n'était pas encore live, que l'an passé déjà, en fait, c'est que tes objectifs se sont accrus avec le temps. Ce que tu voyais là, tu l'as dépassé. Le prochain était là, mais à quelque part qu'on repousse, en étant dans l'action, qu'on repousse à chaque fois à des niveaux supérieurs ce qu'on anticipait au départ. En fait, absolument, on en parlait hors zone où est-ce que j'avais eu une blessure au dos quand j'avais 27 ans, puis on m'avait dit que je ne pourrais plus jamais courir. Puis je me souviens, je courais 2 km, puis déjà un demi-marathon, ça me paraissait loin. Un marathon, ça me paraissait extrêmement loin. Ça m'a pris 5 ans à faire mon premier marathon. Quand j'ai fait mon marathon, j'ai dit jamais un Ironman, jamais je vais être capable de faire ça. Puis qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je me suis commis, j'ai acheté mon billet un an d'avance. Puis une fois qu'on s'est commis, ben, on y va, puis avec la discipline. Puis cette perspective-là de hey, je ne serai jamais capable de faire ça, puis de le faire aujourd'hui, puis de dire ah ben finalement, j'étais capable. On l'applique à toutes les sphères de la vie, que ça soit que dans votre vie amoureuse ou dans la vie professionnelle ou peu importe ce que vous avez accompli, de réaliser que cette vision-là change avec les accomplissements et de se dire ah ben ça me semble impossible, mais quand vous allez être rendu là, ben, vous allez pouvoir regarder même encore plus haut. Puis l'impossible va devenir possible. J'aime ça, j'essaie de le transposer le plus possible dans la vie professionnelle, cette vision-là, mais c'est incroyable comment l'œil et la perspective de la personne va changer l'événement, l'élément de la façon qu'on le regarde. C'est impressionnant, hein? Bravo, en tout cas, toutes nos félicitations. Donc, j'espère que ça vous inspire aussi à repousser vos limites en immobilier. On est déjà rendu au 133e lunch, comme de quoi ça va vite. Hein? On a commencé ça en début de pandémie, puis on ne vous a jamais lâché. Et merci à ceux qui sont réguliers. N'oubliez pas de partager, bien sûr, l'événement et courir la chance de gagner un de nos 3 prix. Préparez vos questions, bien sûr. Aussi, on est là pour vous répondre jusqu'à 12h45 autour d'eux. Et on va introduire également notre invité qui est Marc-André Plante de la Corpic, qui est aux affaires publiques. Et on va nous parler un peu de politique et d'immobilier également. Des très bons thèmes, des choses qui vont vous rejoindre. Je ne sais pas si Marc-André veut nous dire un petit mot ou si on le garde pour plus tard. Oui? Oui. Alors, je suis déjà prête. Je me lance déjà dans le vif du sujet. Tu me laisses, Jean-Pierre? Oui, ben oui, pourquoi pas. Vas-y. Ben, excellent. Ben, d'abord, merci de l'invitation à ce lunch immobilier. Je veux aborder avec vous tous, comme porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, un peu de l'actualité politique parce que ça bouge. Là. Le 1er juillet s'en vient. Il y a beaucoup de dossiers aussi sur la colline parlementaire à Québec là, qui bougent dans le secteur de l'habitation. Puis, je pense que c'est important de prendre un moment pour vous partager un petit peu ce qui s'est passé dans les dernières semaines, dans les derniers mois. D'abord, sur l'actualité politique, vous savez que la Corpic a fait dans les derniers mois avec la firme Avisio, qui est une firme d'économistes à Québec, un rapport sur le secteur locatif au Québec, vraiment un rapport exhaustif sur tous les données, les enjeux qui touchent le secteur locatif au Québec. Vous savez, c'est 1,5 million de logements privés, 300 000 propriétaires.
Donc, il y a vraiment tout un portrait de situation, des enjeux, mais surtout des problématiques qui se vivent dans le secteur pour les propriétaires locatifs notamment. Alors, j'invite les gens à aller lire ce rapport-là parce que ça va vous permettre de vous mettre dans le bain. Puis vous allez vous retrouver aussi comme propriétaire parce que les enjeux qui sont nommés constituent certainement une référence là, dans le contexte actuel. Donc, ça a été lancé le 9 mai dernier. Ça a été fort bien reçu dans un événement où il y avait 180 personnes, des propriétaires de partout du Grand Montréal qui étaient là. Je vais vous aborder un deuxième sujet. On était la semaine dernière en audition pour le projet de loi 25 sur l'hébergement touristique. Les gens qui connaissent court terme, là, l'hébergement de type Airbnb, sûrement que vous êtes confrontés des fois avec de la location illégale. Alors, Québec veut mettre un terme à ces situations qui posent beaucoup de défis dans le secteur locatif. Des fois, tu as des locataires qui font sans votre permission, ils vont louer le logement sur Airbnb, puis ils vont vous retrouver avec tous les désagréments que ça peut composer. Donc, on est allé présenter un mémoire, puis concrètement, là, on cherche par tous les moyens à sortir la location illégale sans l'autorisation des propriétaires dans le parc locatif, ce qui est vraiment un enjeu là, pour plusieurs propriétaires, surtout dans le Grand Montréal ou dans les quartiers centraux à Québec, même chose. Alors, donc, la Corpic était présente, le mémoire est accessible. Évidemment, on est dans un contexte de crise du logement. Je ne cacherai pas qu'un problème d'offre versus la demande, les données le confirment, il faut construire plus de logements. On est dans une crise de la disponibilité, donc il manque de logements. Les taux d'inoccupation dans toutes les grandes agglomérations au Québec sont en bas de 2 puis dans bien des cas sous 1 ce qui crée une pression. Vous l'êtes certainement comme propriétaire immobilier témoin au quotidien, ce qui nous amène à vous parler un peu du 1er juillet qui s'en vient. Ça va être un 1er juillet qui va être difficile. On anticipe, selon les données, là, que ça va être aussi difficile qu'il y a 20 ans. Donc, les gens qui vont se retrouver sans logement le 1er juillet vont être beaucoup plus nombreux. Donc, ça va se calculer par plusieurs milliers de personnes, puis partout au Québec. Ce qui est différent là, de la crise actuelle dans le secteur locatif au Québec, c'est qu'elle est partout au Québec. Elle n'est pas juste à Montréal ou dans certains quartiers. Elle est dans toutes les régions de la Gaspésie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, vraiment une conjoncture où le 1er juillet va être difficile. Et donc, on peut s'attendre à ce que l'enjeu va être beaucoup dans les médias. Et donc, les propriétaires, on va se retrouver un petit peu à adopter, donc, à être, je dirais, sur le spot check pas mal dans les prochaines semaines. Puis, je veux vous en parler plus spécifiquement. On travaille à la Corpic en ce moment avec les villes. D'ailleurs, demain, je serai à la ville de Montréal. On travaille avec eux sur la préparation du 1er juillet parce qu'on sait qu'il y a du monde qui vont se retrouver à la rue avec leurs biens. Il va y avoir toute une logistique là, pour s'organiser que les biens soient pris en charge, soit que les gens puissent se retrouver donc dans un logement temporaire, le temps de se trouver à un autre endroit. Pourquoi on s'implique dans ces stratégies du 1er juillet? Ben, c'est parce qu'à la fin, on ne veut pas se retrouver avec des locataires qui ne quittent pas, avec un nouveau locataire qui arrive, puis avec tout le désagrément que ça peut susciter pour vous comme propriétaire privé. Donc, on va vraiment, donc on travaille avec les villes, on sait qu'il y a des ressources qui ont été mises de l'avant, mais ce que je veux vous partager aujourd'hui, ce midi, c'est qu'on va adopter aussi une posture qui va être très différente dans les médias. La crise du logement, ce n'est pas une crise, c'est pas la crise des propriétaires. Puis on ne s'est pas concerté entre nous autres pour créer un manque d'offres. Il ne s'est jamais construit dans les 10 dernières années autant de logements locatifs au Québec. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne s'en est pas construit. L'enjeu, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui achètent en ce moment ou qui ont la possibilité, donc la jeune génération. On vit de plus en plus longtemps. On a un vieillissement de la population, donc des gens qui gardent leur logement plus longtemps. Et on se retrouve aussi avec une conjoncture où on a accueilli en 2022 150 000 immigrants au Québec, alors qu'on débattait à savoir si on allait accepter ou non 50 000 immigrants. Bien, il y en a eu 150 000 dans cette période-là.
Alors, vous voyez, 83 des immigrants dans les 5 premières années, ce sont des locataires. Fait que c'est toute une situation, une conjoncture qui exerce une pression sur le secteur locatif. Et donc, la pénurie de logements, elle est là aujourd'hui en 2023. Mais je vous annonce qu'au 1er juillet 2024, ça va être encore plus difficile. Puis en 2025, ça risque d'être le pic du problème de cette conjoncture-là. Donc, la Corpic, comme représentant des propriétaires, on va adopter une approche qui va être différente. D'abord, on ne va pas porter le singe de la crise du logement parce que ce n'est pas notre crise à nous. Hein. Il y a un enjeu qui doit être adressé au gouvernement. On sait que les mises en chantier pour 2023 sont en chute libre. On parle à peu près d'une baisse juste dans le secteur locatif là, de 30 000 unités à 20 000 unités. C'est une baisse de 50 alors qu'il faudrait construire 40 puis 45 000 unités dans le secteur locatif. Ça, c'est pour 2023, mais vous savez que 2024, la courbe risque de continuer de descendre. Donc, on exerce une pression auprès des gouvernements pour relancer les mises en chantier, notamment avec des aides, que ce soit au secteur public, au secteur privé, il faut relancer parce que dans le contexte actuel, malheureusement, faire lever de terre des projets, c'est plus difficile. Donc, dans notre approche, on va être beaucoup en mode solution. Vous ne me verrez pas le 1er juillet courir les saccages de logements pour essayer de dire c'est épouvantable. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, mais pendant qu'il y a du monde qui va être dans la rue, ben, je ne pense pas que le message doit être autour de il y a un logement qui a été saccagé. Le message doit plutôt porter sur comment on va régler les problèmes de la crise du logement, comment on veut relancer les mises en chantier, parce qu'ultimement, ça pose un défi pour l'ensemble de la société, un défi de main-d'œuvre, un défi de loger tout le monde. Puis aussi, ben, comme propriétaire, ben, ça crée aussi un défi parce qu'en ce moment, les gens ne déménagent pas, ils gardent leur logement. Vous savez, cette année, là, ça va être du 8 à 9 de locataires qui vont déménager. Donc, ça veut dire que c'est moins de logements qui vont se rénover parce que quand les gens ne bougent pas, bien, il y a beaucoup moins de rénovation. Donc, ça crée un impact dans le secteur locatif. Alors, je voulais vous parler du 1er juillet, puis je termine sur la suite. On est en mode solution. On est en tournée, tous les partenaires de l'industrie, avec l'APCHQ, l'ACQ, puis avec l'Institut du développement urbain. On rencontre tous les maires des grandes villes pour les mobiliser autour d'une stratégie en habitation, une stratégie pour créer de l'offre en habitation. Alors, on travaille beaucoup là-dessus. Puis d'ici 2 semaines, on attend un dépôt d'une réforme des lois dans le secteur locatif de la ministre de l'Habitation. Alors, ça va certainement vous intéresser parce qu'on veut créer un meilleur environnement pour stimuler l'investissement dans le secteur. On veut de l'offre, donc il faut qu'il y ait plus d'investissement. Il faut qu'il y ait un environnement législatif qui est largement amélioré. Et je termine en disant, ben, c'est ce qui va nous occuper dans les prochains mois, stimuler l'offre, revoir l'environnement et des lois dans le secteur locatif. Puis enfin, il y a aussi le secteur de la construction, donc les lois du travail qui devront être réformées. Puis le ministre Jean Boulet a annoncé un projet de loi pour l'automne. Donc, vous voyez que dans les prochains mois, on ne sera pas souvent en vacances, mais parce qu'il y a une conjoncture là, qui nécessite vraiment un engagement. Puis je suis convaincu que vous serez interpellés. Alors voilà, je conclus sur ce point, Jean-Pierre. Super, Marc-André. Très intéressant. Avant d'y aller avec les questions, peut-être des commentaires de la part de Jean-Philippe et moi-même, n'oubliez pas de partager l'événement et indiquer partager dans le chat, bien sûr. 3 prix seront offerts tout à l'heure à tous ceux qui auront partagé l'événement d'aujourd'hui. Donc, le premier prix, 250 $ de rabais sur notre programme Élite, le fameux coaching, mentorat. Ensuite, en deuxième prix, 95 $ de rabais sur le bootcamp, le chantier. Ça s'en vient, 9 et 10 juin prochain. Et le troisième prix, 95 $ de rabais pour la semaine à Miami 2023, du 26 novembre au 3 décembre prochain. Donc, n'hésitez pas à partager. Et on va revenir à ce que notre invité Marc-André nous partageait. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Jean-Philippe, avais-tu des observations là-dessus?
Ben, au niveau des médias, c'est sûr qu'on revoit encore les 1er juillet arriver, donc évidemment, là, on revoit les situations au niveau des locataires. Mais je voyais aussi un virage médiatique que là, la caméra s'est tournée vers les villes. Puis là, on a dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est qu'on n'a pas plus de logements? Puis on sent commencer à s'aligner une pression. Parce que les villes, on va se le dire, sont complètement à l'inverse, où est-ce que c'est de plus en plus dur de lever un projet. Là, on rajoute des choses. Je voyais une question sur le registre des loyers aussi. On rajoute des étapes, on rajoute des taxes aussi spéciales pour les levées de projets. Fait qu'on est... Ce que j'apprécie réellement, c'est que là, on commence à focusser réellement sur le problème de pénurie de logement. C'est que l'incitatif et la direction, du moins municipale, peut-être d'autres paliers de gouvernement, mais il ne semble pas avoir une certaine motivation parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Est-ce que les villes commencent à se responsabiliser pour avoir fait le tour des villes? Oui, la première des choses, ces sujets-là reviennent dans toutes nos rencontres avec les maires. On leur dit finalement, vous adoptez des politiques publiques qui sont contraires à la création de l'offre. C'est un peu comme si au Québec, au lieu de subventionner l'acquisition d'un véhicule électrique, on avait décidé de le taxer encore plus que le véhicule traditionnel. Bien, c'est exactement ce qui se passe en ce moment-ci dans le secteur locatif et même dans le secteur immobilier en général. Les redevances dans le secteur municipal qu'on veut introduire, sans compter qu'au Québec, là, les permis sont 5 fois plus élevés pour faire lever un condo ou un appartement versus une maison unifamiliale. Alors qu'on veut plus de densité, on veut créer plus de logements, on veut créer des quartiers qui sont autonomes avec des services à moins de 15 minutes. Bien là, indirectement, on a des politiques contraires au discours qu'on veut tenir. Alors oui, on rappelle ce message-là, puis on rappelle les conséquences du temps et ce que ça coûte de retarder des projets dans le secteur immobilier. Puis je vous dirais aussi, on leur rappelle que les mathématiques ont drôlement changé depuis un an, parce qu'en ce moment-ci, là, qu'on le veuille ou non, avec des taux d'intérêt à 5-6 le logement qu'on pouvait sortir à 1 500 il y a un an ou il y a 2 ans, là, on est rendu à du 1008, 2000, dépendant des régions. Là, le problème, c'est qu'on n'est plus capable de sortir là, quoi que ce soit, sans compter qu'il y a une chute libre dans la construction des condos. Là. Puis c'est important de rappeler aux gens là, que depuis 2015, il se construit plus de logements locatifs au Québec que de condos, et alors que c'était totalement l'inverse là, précédemment. Donc, il y a eu un virage au Québec depuis 2015 et la tendance ne va pas s'inverser dans les prochaines années, c'est certain. Wow. Il faut nourrir la machine. Hein? Je vais être curieux de savoir jusqu'où les villes vont être capables d'accepter soit des mesures fiscales, soit, Jean-Philippe parlait des redevances qui sont maintenant exigées. Les villes ont faim pour un paquet de raisons. Est-ce qu'on va réussir à dégraisser la machine municipale, provinciale aussi, et arrêter de nous mettre sous pression, alors que, Marc-André, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on veut tout le contraire en bout de course, là. En fait, un des enjeux, c'est qu'il va falloir avoir une discussion sur le. Je comprends que les villes ont une dépendance à l'impôt foncier. Et c'est là qu'il faut que le gouvernement du Québec revoie un petit peu ses mécanismes pour diversifier les sources de revenus et avoir une entente avec les municipalités, donc au niveau fiscal. Parce que tant aussi longtemps qu'on va laisser ça dans les mêmes eaux, bien, les villes vont développer des moyens de revenus et accroître ces revenus-là, ce qui va venir créer une pression sur les épaules des propriétaires fonciers, donc sur les loyers, sur la construction. Alors, évidemment, on se tire dans le pied. C'est pour ça qu'on revendique un nouveau pacte fiscal où on va donner. Moi, je pense les villes sont volontaires, mais en même temps, il va falloir revoir les règles du jeu dans la planification et le développement des villes. Puis je pense que Québec va devoir donner, oui, plus d'argent aux villes pour leur développement, mais ça peut venir aussi avec des cibles sur combien de logements on devrait construire, parce que je reviens sur une chose, il manque de logements, on va accueillir plus de nouveaux arrivants, donc plus d'immigration, combler de la main-d'œuvre, mais la réalité, c'est qu'on voit les mises en chantier en chute libre. Pas besoin d'être un grand scientifique pour voir qu'on s'en va dans le mur là, très rapidement. Là.
Mais malheureusement, au Québec, on a souvent besoin de le frapper le mur avant de réagir. Et c'est peut-être ce qui va arriver, tristement, là. Malheureusement, le problème, c'est que ce mur-là va se frapper avec du vrai monde qui vont être à la rue, puis ça va impacter l'ensemble de la société. Qu'on soit propriétaire immobilier, là, il n'y a personne qui est bien content de voir des milliers, voire des dizaines, plus d'une dizaine de milliers de personnes à la rue là, le 1er juillet. Là. Je ne connais pas un propriétaire là, qui, en ce moment, là, voit toute la pression. Je vous donne juste un exemple. J'avais un propriétaire qui avait un 4,5 récemment disponible. Puis, en moins de 24 heures, il a reçu 400 demandes de visite. Alors, il a trouvé son locataire dans le temps de le dire, mais il y a 399 autres qui, dans les faits, sont retournés sur le marché et qui continuent de chercher désespérément. Et je veux juste souligner, c'est un 4,5 à 1400 $. Ce n'était pas un 4,5 à 700 $. C'était quand même un prix moyen là, correct là, dans le marché. Alors, vous voyez la pression que ça exerce pour tout le monde, ben, c'est là. En tout cas, merci pour ce que vous faites, la Corpic, de nous représenter, parce qu'effectivement, on nous fait porter, c'est le gouvernement sans tomber là, dans un éditorial sur leur façon de travailler, mais on nous fait porter souvent aux citoyens, aux payeurs de taxes, aux propriétaires, des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. J'ai bien aimé ce que tu as dit, c'est pas la crise du logement, ce n'est pas la crise des propriétaires, nécessairement. Ben, et même si 90% des locataires sont logés dans le secteur privé, il en demeure pas moins que les gouvernements ont aussi une responsabilité. À quelque part, de plus en plus, on voit dans le secteur privé voir des clientèles avec des défis multiples, santé mentale et autres, alors que comme propriétaire, vous êtes, je veux dire, à un moment donné, vous n'êtes pas totalement outillé pour agir au plan social. Donc, clientèle de plus en plus difficile, de plus en plus lourde, pose des enjeux de voisinage, pose des enjeux de gestion immobilière. Donc, le fait que le gouvernement ne s'attarde pas ou ne fasse pas les investissements suffisants, ben, ça fait en sorte qu'il y a moins de logements dits sociaux, abordables, communautaires, à but non lucratif, qui sont essentiels au système, là, qui permettent de répondre à une demande. Mais en contrepartie, vous, comme propriétaire, vous ne pouvez pas assumer cette tâche-là ou cette fonction-là. Je dis toujours, un propriétaire, ça paye ses taxes et ses impôts. Puis ça s'assure que le gouvernement, avec ces revenus-là, va s'occuper aussi des clientèles plus vulnérables, de les soutenir. Mais ce n'est pas au propriétaire à lui-même, en plus, de subventionner certains de ses propres logements, de son propre parc locatif, parce que ce n'est pas sa mission première. Sa mission première, c'est de constituer donc un patrimoine, dégager des profits qui sont taxables et l'État se remplit les poches avec ça aussi là, à la fin. Là. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans parce qu'il y a un paquet de gens qui profitent de ça. On va y aller avec quelques annonces. Jean-Philippe, es-tu capable de repérer des questions de nos participants de ce midi? Et allons-y avec les annonces sur ce qui s'en vient avec le Club d'investisseurs immobiliers. Vous êtes à la bonne place comme toujours. Donc, ensemble pour la construction le 30 mai prochain, donc demain, le grand rendez-vous annuel ensemble pour la construction. Vous avez tous les détails dans l'infolettre ou encore sur la page Facebook du club. Ensuite, la soirée mensuelle de Québec en présentiel, mercredi soir 31 mai, dans 2 jours, toujours à l'hôtel maintenant Travel Lodge, la tête des ponts. Et c'est le témoignage de Mike Fontaine et Valérie Boutin. Donc, ça va être la dernière de la saison. On espère que vous y serez en grand nombre. Ça va être super pertinent sur l'optimisation et la systématisation de leur parc immobilier. Un couple d'investisseurs à succès. Du côté de Montréal, la soirée mensuelle en présentiel toujours le 6 juin, la semaine prochaine, spécial Focus Group. Donc, on refait la formule des ateliers. Vous vous promenez, vous allez d'une table à l'autre, des petits ateliers de 30 à 45 minutes, peut-être 60 minutes là, selon la formule, mais sur des sujets précis. Donc, très enrichissant, c'est une formule qui plaît. On l'a fait et à Montréal et à Québec avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, pour le 6 juin prochain à Montréal. On poursuit avec le Bootcamp, le chantier. Il y a une nouvelle formation sur un week-end, les 9 et 10 juin prochains.
Nouvelle formation qui a remporté un grand succès aussi il y a peut-être 2 mois. Ça s'est tenu du côté de Montréal. Donc, vous êtes dans la rénovation, dans la construction, vous voulez à peu près tout savoir. Entourez-vous de professionnels. Bootcamp Le Chantier, 9 et 10 juin prochain. On revient aussi pour la dernière de la saison avant l'été dans notre formule virtuelle pour nos amis investisseurs, des fois qui sont en région, qui sont à l'extérieur, qui sont même parfois à l'étranger pour pouvoir suivre ce qui se passe. Donc, notre fameuse formule virtuelle avec des experts, des ateliers, toujours une dizaine de sujets. Vous avez le choix. Très pertinent. On a énormément de bons commentaires là-dessus. C'est en Zoom, mais comme on dit, c'est pas plate. C'est très interactif. Vous avez 2 ateliers dans la soirée. Donc, ça, c'est le 14 juin. Mettez ça à l'agenda à 19h. Puis, on termine avec une nouvelle formation donnée par Gilles Laferrière, notre collègue coach formateur. Une nouvelle formation sur l'intelligence financière qui aura lieu le 16 juin prochain. Encore une fois, pour toutes ces formations, les détails sont sur notre site web clubimmobilier.ca. On revient aux questions, dis-je, et je passe la parole à Jean-Philippe. Oui, Jean-Philippe, es-tu là? Voilà. Le classique, le micro. Donc, un habitué des lives, Mathieu Brassard, je pense qu'on l'a effleuré, on en a parlé, mais on n'a pas été vraiment dans le sujet plus profondément. On est plus ciblé un petit peu plus à Montréal dans ce cas-là, mais le registre des loyers par l'administration Plante au niveau de la ville de Montréal, je sais que c'est en vigueur bientôt, ou du moins ça l'est il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas la date exacte, là, mais qu'est-ce qu'on pense de ça au niveau de la Corpic? Ben, d'abord, la Corpic c'est toujours objecté à la création d'un registre des loyers. Ça n'a pas fonctionné en Ontario, ça n'a pas fonctionné en Colombie-Britannique, la ville de Boston l'a implanté, ça n'a pas fonctionné. En fait, il n'y a aucune législation qui ça a démontré que ça pouvait fonctionner. On a un problème d'offre, puis ceux qui proposent un registre des loyers disent que ça va régler tous les problèmes de la crise du logement. C'est-à-dire, wow, là, moi, je n'ai jamais entendu dire qu'un registre des loyers, ça allait régler un problème d'offre et que ça va en créer davantage. L'enjeu ici qu'on voit, il y a des groupes plus sociaux, de gauche, de défense des locataires qui font la promotion d'un registre des loyers. La bonne nouvelle, c'est que Québec a fermé la porte, disant que et en remettant un peu sur les épaules des locataires, en leur disant que ça va créer plus de spéculation immobilière, de rénoviction et que ça va contribuer au comportement qu'ils dénoncent déjà. Parce qu'à partir du moment qu'on met une étiquette sur chacun des logements avec un prix, ben, ça devient beaucoup plus facile de repérer les bâtiments à optimiser parce que les prix vont être clairement affichés. Alors, indirectement, celui qui va chercher les bâtiments dont les loyers sont bas, dans une optique éviction, rénoviction, etc., ben, dans les faits, le registre des loyers contribue à ces comportements-là dans le marché. Alors, est-ce que c'est vraiment dans cette direction-là qu'on devrait aller? Nous, ce qu'on pense à la Corpic, c'est qu'un registre des loyers, dans les faits, ça a fait ressortir une chose. Ceux qui font la promotion du registre des loyers, c'est l'organisme Vivre en Ville, qui a d'ailleurs fait un sondage auprès des locataires, ce qui a fait ressortir, et même des propriétaires, ce qui a fait ressortir 80 des locataires ne connaissent pas la clause G. Alors, nous, on leur a un petit peu répliqué en leur disant, bien, parfait, si vous voulez un registre des loyers, abolissons la clause G, qui est de toute façon une clause qui n'est pas connue des locataires et qui est totalement contre-productive dans le marché actuel parce qu'elle n'est pas respectée par les propriétaires et les locataires ne la connaissent pas. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut stimuler la création d'offres, l'investissement, d'avoir une plus grande diversité dans le marché actuel. Ben, arrêtons de mettre plus de règles, plus de contrôles, plus de contraintes, ce qui a généralement pour impact de diminuer l'intérêt dans l'investissement, ce qui est contraire à l'objectif qu'on a de créer de l'offre. Alors, bonne nouvelle, Québec n'ira pas de l'avant avec un registre des loyers. Pour ce qui est de la ville de Montréal, elle a simplement annoncé il y a plus d'1 an qu'une partie des logements étant dans les 6 logements et plus pourraient être obligés au cours des prochaines années d'être dans un registre municipal. On sent que l'intention est toujours là, la Ville de Montréal,
mais je pense qu'ils s'aperçoivent que ce n'est pas une solution miracle et qu'il va y avoir des effets pernicieux de l'implantation d'un tel registre. Alors, nous, dans le discours public à la Corpic, là, on va utiliser ce message en disant un registre des loyers, ça veut dire plus de rénoviction, plus de spéculation, plus d'éviction. C'est vraiment ça que les locataires veulent? Posons-nous la question. Excellent. Merci pour ce que vous faites, la Corpic. Hein? Vous êtes vraiment le chien de garde du gros bon sens. Pas nécessairement des propriétaires, mais du gros bon sens. Fait que c'est excellent. Les gens qui nous regardent, si vous n'êtes pas membre Corpic, là, on n'est pas payé, Jean-Philippe ou moi, pour vous en parler, mais quelle organisation. Vous avez tellement un paquet d'avantages. Je pense qu'on ne peut pas faire de l'immobilier sans être membre de la Corpic pour tout ce que ça rapporte. Et comme nous indique Marc-André, leur présence, leur défense, leur représentation au municipal, au provincial. Donc, on a des gens qui parlent pour nous et qui ramènent peut-être parfois certains politiciens, certains fonctionnaires à la raison. Donc, merci pour ce que vous faites. Merci. Puis j'en profite pour souligner, pour saluer aussi tous les propriétaires qui nous aident au quotidien parce qu'ils nous repèrent les situations conflictuelles ou problématiques. Et je tiens à souligner que ceux qui représentent les locataires sont diversifiés et nombreux et soutenus financièrement par l'État, mais on n'est pas beaucoup à défendre sur la place publique les propriétaires. Et je pense qu'on le fait en étant le plus équilibré. Hein. Notre objectif, ce n'est pas nécessairement d'être un syndicat de propriétaires, c'est de refléter des valeurs, de refléter l'image de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Vous logez 1,5 million de ménages au Québec, bien, vous avez des responsabilités quand même sur les épaules, puis on les relève à tous les jours, mais il faut le faire dans un cadre aussi qui est respectable. C'est là-dessus qu'on travaille au quotidien. Puis si on le fait avec vous autres aussi, fait que j'apprécie l'invitation puis la collaboration là, de tous là, dans notre intérêt, évidemment. Super, merci. Encore une fois, il vous reste quelques minutes pour partager l'événement. Indiquez-nous dans le chat que c'est partagé pour être admissible à un de nos 3 prix. Je les rappelle une dernière fois. Donc, ce qu'on a à vous offrir ce midi, 250 $ de rabais sur le programme Élite, 95 $ de rabais sur le Bootcamp, le chantier, 9 et 10 juin prochain, et 95 $ de rabais sur la semaine Miami 2023 du 26 novembre au 3 décembre. J'en profite aussi pour saluer notre président, Yvan Cournoyer, vice-présidente aussi, Lise Lantin, sont de retour de Paris. Je sais qu'ils viennent de se brancher tout à l'heure à l'événement. Je remercie aussi au nom de l'équipe la régie. On a une personne qui est fort compétente qui est avec nous ce midi. Merci d'être là, Mehdi. Et Jean-Philippe, de ton côté, est-ce que dans les questions, on aurait autre chose pendant qu'on a notre invité Marc-André avec nous? Exact. Peut-être, en fait, on pourrait juste résumer rapidement, je peux le faire, là, la clause G, en fait, du bail, là, pour ceux qui sont moins familiers, là, c'est la clause qu'on indique, en fait, le plus bas loyer des 12 derniers mois. Et là, le locataire peut, à l'intérieur de 10 jours, revenir et venir changer le bail, en fait, dire je ne suis pas d'accord avec le nouveau prix signé, donc c'est un contrat à l'envers, assez spécial. Et sinon, si on ne l'indique pas de mémoire, messieurs, là, j'ai un C'est à blanc. vie. En fait, ça veut donc dire qu'à vie, le locataire pourrait revenir devant le tribunal. Même si ça ne se fait pas souvent, c'est déjà arrivé et c'est rétroactif avec les intérêts. Alors, des fois, ça peut être 10 ans plus tard, là, mettons que ça, c'est pas bien le fun. C'est la preuve que ça ne tient pas la route, cette clause-là. Alors, vous comprendrez que le but du registre des loyers, c'est de permettre aux locataires de vérifier le prix d'avant. Alors, pour nous, là, c'est des contraintes qui formalisent dans le temps le prix d'un loyer. C'est comme si demain matin, vous signez un loyer qui est bas, qui est à 700 $. Et ça veut dire qu'à vitam aeternam, pour les 50 prochaines années, il va falloir qu'il reste dans le même prix, dans la même valeur adaptée aux recommandations du tribunal. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça n'a pas de sens. Un logement, quand il est rénové, le prix du marché va augmenter dans certains secteurs, à un moment donné, il faut laisser ce loyer-là se remettre à niveau. Puis en ce moment, on juge qu'il y a à peu près 15 à 20 des logements au Québec qui sont en deçà
substantiellement du prix du marché. C'est souvent des locataires qui ont été là pendant 10, 15, 20 ans, puis qui refusaient les augmentations, puis le propriétaire se disait, bof, je vais-tu aller à la régie, demander une augmentation de 8 piastres, puis dépenser 80 piastres, une demi-journée avec le formulaire puis tout le reste, bien, finalement, beaucoup de propriétaires finissent par dire non. Mais quand tu mets ça sur 20 ans, là, toutes les petites augmentations, bien, c'est avec le loyer, il est 200 ou 300 dollars en bas du prix réel qui devrait être. Et ce que ça fait, ben, c'est qu'il faudrait perpétuer ce loyer-là pour la vie, alors qu'en réalité, moi, je pense qu'on devrait les remettre au marché dès que le locataire quitte. On va respecter l'entente contractuelle propriétaire-locataire tant que le locataire est là. Le jour où il s'en va, c'est une opportunité de le remettre au marché parce que sinon, ça devient que c'est les autres locataires qui subventionnent indirectement ce loyer qui est beaucoup trop bas, notamment quand il y a des travaux majeurs comme le toit, les fenêtres, etc. Bien, ça fait que ce loyer-là ne paie pas le prix qu'il devrait payer en termes de rénovation. Alors, c'est pour vous dire à quel point ça vient débalancer tout un parc locatif. Alors, j'en parle, puis je suis sûr qu'il y a des propriétaires qui écoutent ça et qui disent ouais, ça a bien. Alors, nous, on le vend aussi en disant que la clause G, c'est une mauvaise chose aussi pour les autres locataires, mais notamment les plus jeunes, parce que ça crée de l'iniquité intergénérationnelle. Très vrai, très bon. C'est un objet de litige, ni plus ni moins. Et ce qu'on enseigne au club, c'est, écoutez, la clause G, vous avez annoncé un logement, souvent qui a été rafraîchi, rénové, remis à jour à tel prix, admettons 1200 dollars. Il a été loué en toute connaissance de cause dans un marché libre et la personne qui est venue, qui a visité, qui a rempli la demande de crédit, tout ça, est très heureuse de le faire. Donc, il n'y a personne qui a signé sous contrainte. Donc, où est le problème? Même s'il était à 800 dollars au préalable, vous avez fait des travaux, vous l'avez remis au marché, il n'y a personne qui a été forcé de signer au prix actuel auquel vous le louez. Donc, ça rouvre des boîtes inutiles et effectivement, c'est un objet de litige qu'on se passerait. Exact. Puis, je pense que c'est là qu'il faut revoir. Ça, c'est un des éléments qui doit être revu, la clause G. Il y a aussi celle que plusieurs vivent, c'est la cession de bail. On voit de plus en plus dans un marché qui est extrêmement serré, ben, des locataires qui vont profiter de la situation pour s'enrichir eux-mêmes. Beaucoup de propriétaires qui doivent nous écouter, là, qui ont vu leur bail vendu à un autre locataire. Ah, c'est le monde à l'envers. C'est le propriétaire qui se fait littéralement un peu prendre. Il ne peut pas augmenter ses loyers. Lui, il est complètement contraint par la loi, mais son locataire, lui, il peut s'enrichir en revendant celui-ci à un autre locataire qu'il connaît à un prix. Alors, c'est quand on dit qu'il faut moderniser les lois dans le secteur locatif, ben, ça en fait partie. Complètement. Super. Merci. On y va avec une dernière ronde d'annonces. C'est déjà 12h40 et ensuite peut-être une ou deux questions et on va conclure avec notre tirage. Donc, ce qui s'en vient dans nos événements, on en profite évidemment, vous êtes avec nous pour évidemment vous faire la promotion de nos activités. On en a parlé tantôt, il y a un rabais selon si vous gagnez le tirage, mais la fameuse semaine Comment investir en Floride, la 5e édition du 26 novembre au 3 décembre. Donc, vous aimeriez savoir par où commencer, les prêteurs, les assurances, que ce soit un pied à terre ou un investissement. Donc, c'est un must cette semaine-là. On prend les inscriptions dès maintenant. C'est toujours un succès depuis 4 ans et on est à la 5e année. Ensuite de ça, la signature du club d'investisseurs, la semaine de l'esprit millionnaire ou la semaine des millionnaires. On n'est pas obligé de l'être, bien sûr, on ne vérifie pas les comptes de banque de chacun. On l'appelle comme ça parce qu'on développe son millionnaire mindset. Ça, c'est du 1er au 8 février 2024, la 19e édition. C'est complet à chaque année. Puis, au début de l'événement d'aujourd'hui, Jean-Philippe nous disait « Je me suis commis ». Je ne me suis pas donné le choix. J'ai acheté mon billet pour le Ironman. Honnêtement, commettez-vous. Ça a changé la vie de tellement de gens cette semaine-là. Semaine 100% immobilière avec des investisseurs, du partage, des échanges, des apprentissages, des trucs. Donc, il y a encore de la place, mais ne tardez pas trop.
Vous avez tous les détails sur le site web et sur le site semaine-des-millionnaires.ca. Ensuite, les podcasts. On continue en formation qui vous est offerte par le club. Les bons coups de nos membres, des podcasts de haute qualité. Vous avez quelques minutes, 10 minutes, 15 minutes. Vous voulez enrichir votre coffre à outils, votre cerveau, vos connaissances, votre motivation. Bien, ces podcasts-là ont été créés pour vous. C'est offert gracieusement, du très bon contenu et, comme on dit, du gros stock à l'intérieur de ça. On poursuit dans nos annonces le groupe des femmes en immobilier qui est déjà rendu environ à 2000 femmes. Ça a été créé l'an dernier. C'est un grand succès. Donc, vous êtes une femme, vous voulez partager dans une communauté qui est propre à vous. Bien, écoutez, c'est gratuit. Il y a des activités aussi qui vous sont proposées. Allez sur Facebook et vous allez trouver le groupe des femmes. On vous encourage à le faire, bien sûr. Et on termine avec notre boutique de livres au Club d'investisseurs. Visitez notre boutique en ligne. On a des livres qui sont vendus à 125 000 exemplaires. Il y a des best-sellers là-dedans, dont l'indépendance financière grâce à l'immobilier. Si vous commencez, procurez-vous ce livre-là, c'est un must. Et tous les autres titres, Yvan Cournoyer en a écrit plusieurs. Jean-Philippe Claude, qui est avec nous, transformé en opportunité des multilogements payés trop cher. J'en ai écrit avec Yvan et Gilles. Apprenez à mieux gérer vos immeubles. Donc, vous avez d'excellents titres qui vous sont offerts et il n'y a pas de raison de ne pas profiter de l'été pour commander quelques titres et, encore une fois, nourrir votre esprit qu'on souhaite millionnaire à tous les égards, sur le plan humain, sur le plan financier, sur le plan relationnel, sur le plan personnel. Donc, voilà pour nos annonces. On retourne peut-être à une ou deux questions du public. 12h44. Jean-Philippe, la parole est à toi. On retourne, on sait que Montréal, c'est un sujet chaud, ça clash un peu, je m'excuse pour les gens à l'extérieur, mais on parlait aussi du propriétaire, la certification propriétaire responsable à Montréal, qui était une autre tentative là, de l'administration au niveau du contrôle immobilier. Est-ce que ça l'a bougé, ça? Est-ce qu'il y a eu quelque chose à ce niveau-là, discuté avec la mairesse? Ben, en fait, d'ailleurs, on rencontre Benoît Doré donc dans 2 jours, donc mercredi. Je vous dirais que l'incident récent, d'abord, on a rencontré 2 fois depuis 6 mois là, la Ville de Montréal pour discuter plus spécifiquement de ce dossier-là. On comprend leurs objectifs, là, mais à un moment donné, c'est le mécanisme pour l'atteindre qui nous apparaît problématique. Je dirais que l'incendie dans le Vieux-Montréal récemment a fait ressortir toutes sortes de problématiques dans les mécanismes internes de la ville, que ce soit les inspections d'incendie, les services d'urbanisme, les inspections. La ville se fait souvent dire, vous inspectez pas suffisamment, vous avez un rôle lorsque vous émettez des permis, vous avez un rôle d'inspection au niveau du service d'incendie. Et là, donc, vous voyez, le coroner est en train de faire enquête. Moi, je pense que la ville, d'ici à ce que le coroner n'ait pas remis son rapport, ne peut pas bouger parce qu'il aurait l'air de dire, ben, je propose que ce soit les propriétaires eux-mêmes qui fassent les vérifications avec des intervenants. Nous, ce qu'on dit, c'est que la ville a déjà un leadership et qu'il devrait d'abord commencer par l'assumer et de voir s'il n'y a pas des problèmes dans ses propres processus. Alors, à l'heure actuelle, ce qu'on a souligné à la Ville de Montréal récemment, d'abord, prudence. Prudence parce qu'il y a un rapport du coroner qui s'en vient. Il y a peut-être des recommandations qui vont être données. 2, drôle de message à envoyer à l'opinion, donc au public en disant, on va dire aux propriétaires, c'est à eux autres d'eux-mêmes se vérifier. Je pense que c'est à la Ville, aux yeux du public, à assumer un plus grand leadership et à faire elle-même des inspections des bâtiments. Je pense qu'on s'assurerait qu'il y a une situation qui serait beaucoup plus tenue. L'autre chose, nous, ce qu'on dit à la Ville, c'est qu'elle connaît déjà les bâtiments dont elle fait régulièrement des inspections pour différentes situations. Alors, pourquoi établir un programme de certification pour 100% des propriétaires quand la réalité et la problématique, elle est dans un petit nombre de bâtiments, souvent dans les mêmes secteurs, dans les mêmes quartiers? Alors, nous, ce qu'on dit à la Ville, exercez votre leadership de surveillance que vous avez et vos responsabilités et faites-le de façon ciblée
pour des propriétaires récalcitrants, mais ne venez pas embêter 100% des propriétaires, notamment, je vais vous donner un exemple, on veut exiger des inspections pour des bâtiments qui ont été construits dans les 10 dernières années, ce qui est à mon sens là, contre-productif. Et le problème de la certification, c'est qu'on veut obliger des inspections, donc des inspecteurs en bâtiment, à faire des inspections sur l'ensemble des bâtiments à tous les 5 ans. On ne s'est même pas demandé si on avait les ressources suffisantes en ce moment pour faire les inspections de ces mêmes bâtiments, ce qui serait, à notre avis, un préalable. Alors, je pense que la Ville s'aperçoit que son programme de certification, ça passe bien dans le discours politique, mais dans l'application, ça ne tient pas la route. Alors, c'est ce que nous faisons dans les représentations. On maintient la cadence. Vous voyez, l'an dernier, la mairesse avait annoncé le programme pour le 1er janvier 2023. En début d'année, elle a annoncé que ce serait probablement conclu pour la fin de l'année 2023. Pour le moment, on n'a toujours pas d'intention, mais elle annonce toujours qu'elle va déposer une certification. Mais évidemment, on va s'y opposer, mais on n'a aucune idée de ce que ça pourrait donner à la fin. Excellent. Un gros merci. Écoutez, ça tire bientôt à sa fin. Peut-être une dernière. Là, vous êtes gâtés. Normalement, on finissait à 12h45 et 12h49. On vous donne du bonus. Jean-Philippe, je sais que c'est un point qu'on entend souvent parler. La question de Philippe Brodeur à 12h35. Où en sommes-nous avec l'obligation d'accepter les chiens dans les logements? Bon, je veux tout de suite le dire, Québec solidaire a déposé un projet de loi qui avait déjà annoncé tout ça. Le gouvernement n'a pas l'intention d'aller de l'avant avec cela. Vous savez que je vais régulièrement dans les médias représenter vos intérêts sur cette question-là. Je tiens à vous dire que les propriétaires du parc public, pas les propriétaires, mais les gestionnaires du parc public d'HLM ne sont pas d'accord. Ceux des organismes à but non lucratif non plus. Alors, l'opposition n'est pas juste des propriétaires privés, elle vient de l'ensemble des gestionnaires immobiliers au niveau immobilier du Québec. Alors, bonne nouvelle, c'est que le gouvernement nous a un peu répondu récemment que le projet de loi allait dormir exactement sur la même tablette où il sera déposé prochainement. Alors, il n'y a pas d'appétit pour changer quoi que ce soit, mais on va continuer de rappeler pourquoi ce serait ridicule là, de rendre, de permettre tout azimut les animaux dans tous les bâtiments locatifs au Québec, même les condos, entre guillemets. On trouve que c'est une idée un peu farfelue, mais c'est une excellente idée pour faire une pétition, ramasser des noms, des numéros de téléphone, puis de faire du data pour une formation politique. C'est parfait et je pense que ça sert essentiellement pour ça. Il faut voir plus loin, hein, des fois. Hein. C'est toujours intéressant, tout ce qui est la joute politique, les coulisses, et voilà. Super intéressant. Merci beaucoup, Marc-André, d'avoir été avec nous ce midi. On voit que les gens sont très reconnaissants qu'on ait invité la Corpic. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Merci d'être proche de nous. Merci de nous représenter. Puis ceux et celles qui ne sont pas encore membres Corpic, encore une fois, c'est indiqué par Christophe, c'est un incontournable si on fait de l'immobilier. Rentrer membre Corpic pour un paquet d'avantages. Là, on pourra en parler longtemps, mais c'est extrêmement rentable comme dépense. Et on va procéder au tirage, puis je vais donner le mot de la fin à Jean-Philippe. Donc, tous ceux qui ont partagé l'événement de ce midi, vous étiez éligibles pour remporter un de nos 3 prix. On y va avec notre sélecteur que vous voyez à l'écran. Merci encore à la régie de bien s'en occuper. Et nous avons donc nos candidats. Le gagnant, Stéphane Campeau, qu'on salue. Stéphane, qu'on aime beaucoup, un ami de Ré Vincent. Stéphane, félicitations. Donc, le premier prix, qui est 250 $ de rabais sur le programme Élite Coaching Mentorat. À toi de voir si tu veux l'offrir, si tu l'as déjà fait. Je pense que oui, mais sinon, peut-être sur le programme avancé. Voilà. Donc, le deuxième prix maintenant, 95 $ de rabais sur le bootcamp Le Chantier, 9 et 10 juin prochain. Le gagnant, la gagnante, Sarah R. Léonard, félicitations.
Vous contactez Julie en passant au bureau du club pour réclamer votre prix. Sarah R. Léonard, bravo, notre deuxième gagnante. Et la troisième personne avec notre sélecteur 95 $ de rabais sur la semaine de Miami, 26 novembre au 3 décembre. Nancy Gagné. Nancy, félicitations. On est très heureux pour toi. J'espère que tu sauras en profiter. Des fois, il faut être attentif aux signes de la vie. Donc, moi, je pense que quand on est gagnant d'une formation, c'est bon signe, un certain encouragement à la suivre. Donc, le mot de la fin, Jean-Philippe, toujours le fun d'animer avec toi. Je te laisse la parole. Pareillement. Ben, en fait, très intéressant. Merci à la Corpic. Hein? Puis on le souligne, c'est un organisme à but non lucratif en plus. Donc, il n'y a aucun profit derrière. Donc, tant qu'à moi, c'est même pas une question. Dès qu'on devient propriétaire, que ce soit d'un duplex, un triplex, on devient propriétaire et le coût d'adhésion est en fonction du nombre de logements. Donc, pour un duplex ou un triplex, ça coûte presque rien. Puis, on a des merveilleux rabais aussi chez les partenaires. Donc, merci de défendre nos intérêts, évidemment. Ça brasse beaucoup, ça va brasser beaucoup, on l'a dit, un manque d'offres. Terrible, ça me semble. Je ne sais pas si je ne saisis pas tous les enjeux, mais pour moi, c'est si simple. Plus de logements, ça va contrôler justement cette plus-value, tout simplement une offre et une demande. Et s'il vous plaît, d'aider les investisseurs immobiliers ou les promoteurs immobiliers à construire plus d'unités, de simplifier le processus. Je pense que la solution, tant qu'à moi, elle est là, surtout avec le flux migratoire. Mais bref, super le fun. Merci beaucoup, Marc-André, pour ce beau midi où est-ce qu'on a appris plein de choses. Good, parfait. Encore une fois, on est toujours très heureux de vous retrouver. Merci à tous nos participants, tous vous autres qui nous regardez, qui prenez votre lunch le lundi avec nous. On vous attend en grand nombre pour le prochain lunch, lundi prochain, 134e lunch immobilier, le 5 juin à midi. Et on aura Nicolas Lapointe, Investir en Floride. Donc, vous voulez des détails sur la formation, vous voulez qu'on réponde à des petites questions à travers ça, on va être très heureux de vous retrouver lundi prochain. Là-dessus, je salue toute notre équipe aussi qui est à l'écoute, la régie, Jean-Philippe, et encore une fois, votre bonne participation. On est très heureux de vous retrouver et merci de nous faire confiance. Salutations, à bientôt.